Merci Monsieur Piron. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bis repetita non placent, diuvesh applicadur ebit. Une fois n'est pas coutume, donc je vous parle au début en latin et en breton, deux langues qui existaient alors que le français, lui, n'existait pas. Car je dois vous dire que ce n'est pas avec plaisir que je reviens ici pour dire la même chose, car le point de vue profondément décentralisateur et régionaliste qui est le mien, ne coïncide pas avec ce texte. Nous voici en deuxième lecture avec un texte quasiment le même que celui que nous avions déjà voté, puisque en commission, nous sommes revenus au texte de juillet. Entre la première lecture et aujourd'hui, des événements difficilement imaginables dans ce pays se sont pourtant déroulés ailleurs en Europe, notamment en Catalogne et en Écosse. Une expression populaire et démocratique des habitants sur leur avenir de leur région. Pour ce qui est de l'Écosse, le processus a été exemplaire d'un point de vue démocratique. Nous avons encore beaucoup à apprendre de la démocratie parlementaire britannique. On n'en serait d'ailleurs pas à imaginer là-bas que l'on fusionne le Pays de Galles avec les West Windham. Alors que les Écossais votaient pour leur avenir avec un débat de fond remarquable, malgré une opposition résolue de l'ensemble des élites, notamment financières, en France, les Alsaciens en sont réduits à espérer que leur région ne disparaisse pas de force dans un grand Est technocratique, et les Bretons que l'on considère enfin l'expression majoritaire d'un peuple sur une réintégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Car oui, tout comme il y a un peuple écossais ou catalan, il existe un peuple breton, corse ou alsacien. Qu'est-ce qu'un peuple? Sinon, l'expression d'un consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuité à faire valoir un héritage qu'on a reçu, comme le disait Ernest Renan. Dès lors, comment nier la qualité de peuple à ces ensembles de personnes, alors que même le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, reconnaissait le peuple corse comme partie intégrante du peuple français. Cette formulation avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans le statut pour la Corse de 1991. Évidemment, en bon gardien du temple de la francité, qu'il confond d'ailleurs avec l'unité nationale, le Conseil constitutionnel ne pouvait que censurer cette partie. Comme je l'avais dit lors de la première lecture, on peut être à la fois breton, français, européen et bien plus encore. Et les nationalistes, de quel bord qu'ils soient, voudraient que je choisisse. Eh bien, je suis désolé, je ne choisirai pas. Je resterai, car je me plais très bien avec des identités multiples et je les revendique. Je demande même à ce que la République prenne en compte ma bretonité. Par exemple, on est dans un pays, tout de même, où on n'a aucun droit quand il s'agit de la langue bretonne. Si vous voulez faire du breton, n'importe quel administratif peut vous le refuser. Même chose pour les limites administratives. Les limites des régions, ce ne sont pas des limites administratives banales, décidées par n'importe qui dans un ministère. Non, non. Ce sont des limites qui ont été faites par les hommes avec une histoire, avec une culture. En tenir compte, c'est tout simplement respecter les hommes. Donc, ce repli, et on nous parle effectivement souvent de repli identitaire. Alors je le dis tout de suite ici, le repli identitaire, il n'est pas régional. En tout cas, certainement pas dans les urnes. Certainement pas dans les urnes. C'est bien le repli identitaire française, avec ses idées rétrogrades, qui a obtenu 25% des suffrages aux dernières élections européennes, ce qui est effectivement très préoccupant. L'unicité, ce n'est pas la pluralité. Unis, certes, mais dans la diversité. C'est la maxime de l'Europe, ça devrait être la nôtre. Ce que je veux dénoncer par mon propos, c'est que cette réforme, en s'inscrivant pleinement dans le principe d'unicité du peuple français, en niant la prise en compte des territoires et des populations, est profondément jacobine. L'imposition par le haut d'un redécoupage technocratique semble d'ailleurs aller à l'encontre des engagements internationaux pris par la France.
En effet, la France a ratifié la Charte européenne de l'autonomie locale le 17 janvier 2007. Cette charte dit dans son article 5 que pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par la voie d'un référendum, là où la loi le permet. Ainsi, fidèles à nos principes de fédéralisme différencié, nous ne pouvons accepter que cette réforme territoriale soit sous-tendue soit par une logique comptable, soit par l'idée de faire des grandes régions. Car nous savons bien que ce qui fait la grandeur d'une région, c'est bien les pouvoirs qu'elle a, les législatifs, réglementaires et évidemment les pouvoirs financiers. La loi doit permettre des ajustements, en permettant un droit d'option plus souple que celui qui est contenu dans le texte, en supprimant notamment le veto, et j'emploie le mot à dessein, à la majorité des 3/5. Le droit de veto surtout de la région de départ, disposition dont la suppression est au cœur de la proposition de loi que j'avais déposée en avril dernier. Ce dispositif faisait d'ailleurs dire en ces termes au célèbre constitutionnaliste Guy Carcassonne que la procédure en l'état était inapplicable. Je cite, « En gros, cela veut dire que quand madame a un amant et souhaite partir avec lui, il faut que monsieur soit d'accord. C'est quand même assez étrange, concluait-il. » Cette disposition méritait d'ailleurs d'être vérifiée d'un point de vue de la Constitution, puisqu'elle semble être en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Je regrette néanmoins que ceux qui s'élèveront parfois avec panache, souvent par posture tout à l'heure lors de nos débats contre le projet de loi, sont issus de la même formation politique qui, au Sénat, s'est emparée de l'esprit de cette réforme en ne modifiant qu'à la marge un texte voué aux gémonies sur les bancs de l'opposition de notre Assemblée. La logique jacobine est finalement assez équitablement répartie, hélas. Sur le fond de cette réforme, en créant de grandes régions, on éloignera davantage le citoyen des centres de décision. La conséquence, on la connaît désormais tous, c'est qu'il sera impossible dans les immenses régions d'envisager la suppression des conseils départementaux que nous appelions de nos voeux pour alléger le millefeuille administratif. Nous comprenons que dans une région gigantesque comme Auvergne-Rhône-Alpes ou Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le sentiment d'abandon veuille que l'on ne supprime pas ce qui fait la proximité dans les territoires ruraux. De même, nous ne saurions nous opposer à la disparition d'un département Savoie issu de 2 départements existants actuellement ou d'un département Alsace si par malheur cette région venait à être fusionnée dans un Grand Est. Une autre solution était toutefois possible avant d'en arriver là, ne pas faire des régions immenses dont on sait très bien par les exemples européens qui nous entourent que la taille ne fait pas la performance. Par contre, nous demandons avec force que nous puissions, dans les régions qui le demandent, notamment en Bretagne, faire vivre l'expérimentation en permettant la fusion des départements bretons avec le Conseil régional en vue d'une assemblée unique dans laquelle le département de Loire-Atlantique trouverait naturellement sa place. Projet éminemment tourné vers l'avenir, ce plan vise à constituer une Bretagne où les citoyens seraient au cœur du projet politique. Les demandes d'expérimentation étaient contenues dans le pacte d'avenir pour la Bretagne signé par le Conseil régional et le Premier ministre de l'époque, le même qui, 6 mois plus tard, était pour la disparition d'une collectivité territoriale propre à la Bretagne. Gageons que le Premier ministre actuel, lors de sa prochaine visite en Bretagne, 1 an après la signature de ce pacte d'avenir, puisse confirmer cette évolution. C'est d'ailleurs fort d'une identité ouverte et profondément républicaine que les Bretons estiment à juste titre que la question de la réunification de la Bretagne est une question de démocratie. Je n'irai pas jusqu'à aller dans le même sens que François Mitterrand, qui parlait de réparation historique, mais enfin tout de même. Alors que l'ensemble de la carte administrative française sera bouleversée, comment expliquer aux habitants de Loire-Atlantique que leur département ne réintégrerait pas sa région d'origine, malgré leur soutien constant et affiché dans toutes les études d'opinion ? Environ 60 à 70% des sondés sont favorables à cette réunification. Dont il le montre également en défilant dans la rue, seule région capable de mettre 30 000 personnes dans les rues de Nantes, par exemple, le 27 dernier suivant. Alors que le gouvernement a appelé les Français à se saisir de cette réforme, on opposerait une fin de non-recevoir aux seuls citoyens qui, dans toute la France, l'ont pris à bras-le-corps, l'Alsace et la Bretagne. Car, sans l'ombre d'un doute, une région en Bretagne à 5 départements serait une région cohérente et puissante de son nom et reconnue. Comme les montrent d'ailleurs les travaux du politologue Tudy Kernagelen,
Tous les exemples européens témoignent que la force des régions ne provient pas de leur taille, mais de leurs compétences et de leur budget, de leur cohésion et de leur cohérence, du sentiment des populations de vouloir avancer ensemble. Elle vient des citoyens s'ils se reconnaissent dans les institutions régionales. Le postulat de départ de cette région territoriale, faire de grandes régions pour avoir des régions puissantes, est, à notre avis, totalement biaisé. Car ce qui fait sens, ce n'est pas tant la taille que le poids démographique, le sentiment d'appartenance et évidemment les pouvoirs. Mais ça, ce sera la prochaine loi, c'est-à-dire la loi NOTRe. Le président de la République s'est engagé résolument avec le Premier ministre en faveur d'une réforme territoriale donnant aux régions des moyens d'action se rapprochant des standards européens. Nous attendons donc des évolutions sur le plan des compétences et des leviers financiers alloués aux régions et nous espérons pouvoir contribuer à aller plus loin possible avec le projet de loi de la nouvelle organisation territoriale de la République. Car les marges de manœuvre des régions sont contraintes et même très limitées par une autonomie fiscale qui n'a cessé de reculer depuis 15 ans et qui ne représente plus que 10% en moyenne des recettes. Nous serons donc attentifs aux précisions quant à l'engagement pris par le Premier ministre de doter les régions d'une nouvelle ressource avec des bases dynamiques quant à l'obtention d'une compensation intégrale pour les futures compétences des régions. Au final, mes chers collègues, à l'aune des débats qui nous animent aujourd'hui et qui contribueront à le faire dans les mois futurs, la question que l'on doit véritablement se poser est la suivante: les régions, pourquoi faire? En effet, alors qu'il y a une méfiance de plus en plus grande envers l'action publique, quand le pouvoir semble de plus en plus lointain, déconnecté de la réalité, le projet de diviser par deux le nombre des régions risque d'être néfaste pour la démocratie, d'être vécu comme un véritable retour en arrière, créant des régions encore plus artificielles que celles qui existent, encore plus déconnectées des aspirations des citoyens. Car entre le choix d'une régression technocratique et d'une évolution démocratique, l'alternative n'est pas légère. Je vous remercie.